En moins d'une dizaine d'années, le parc éolien français s'est beaucoup étoffé. Quelques 8000 éoliennes terrestres sont apparues sur 1380 parcs, notamment dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Dans ce contexte, peut-on dire que les éoliennes défigurent les paysages? Et si on va un peu plus loin, est-ce que ça fait perdre de la valeur au foncier? Alors, je voudrais d'abord dire deux choses. La première, c'est que je suis un auteur indépendant. Je ne représente personne, je ne suis payé par personne, je ne roule pour personne. Mon seul intérêt, mon seul objectif, c'est l'intérêt de notre pays. J'essaye d'être le représentant de l'intérêt général. Ce qui, pardonnez-moi de vous le dire, cher monsieur, introduit peut-être une petite différence entre les deux interlocuteurs, c'est que monsieur Roche, il fait son métier, hein, je vais pas le lui reprocher, mais il est payé pour défendre un intérêt particulier, hein, qui est celui de la profession éolienne. La deuxième chose... Ça ne nous empêchera pas d'être honnêtes intellectuellement tous les deux, j'en suis absolument certain. Je n'en doute pas. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que mon livre et mes propos d'aujourd'hui concernent la France. Il y a d'autres pays, l'Allemagne par exemple, ou des pays tropicaux qui sont dans des situations différentes, appelant des diagnostics différents. Là, aujourd'hui, c'est la France. Alors maintenant, je réponds à vos questions. Bon, la défiguration du paysage, bon, elle est évidente. Je pense que les Français n'en ont pas encore pleinement pris conscience, parce que quand ils se promènent, ils voient des éoliennes qui sont quelquefois un peu anciennes, hein, qui n'ont que 100 mètres ou 120 mètres de haut, pales comprises. Mais depuis, on a bien progressé, si j'ose dire. Et maintenant, nous avons des projets qui font 240 mètres. Donc la profession éolienne, manifestement, a l'ambition d'égaler la tour Eiffel avec ses 300 mètres. Donc il y a vraiment un problème de hauteur et de défiguration. Et puis je dois aussi constater que l'éolien ne respecte rien. Hein, sur les sites les plus sacrés, on n'hésite pas à implanter ces grandes structures de fer. Exemple un peu extrême, la montagne Sainte-Victoire près d'Aix-en-Provence, Cézanne, la basilique, la magnifique basilique de Saint-Maximin à côté, en face le massif de la Sainte-Baume avec son pèlerinage plus que millénaire, on implante 22 éoliennes, elles sont là. Elles sont là. Et est-ce qu'on va arriver à les déraciner? Je ne sais pas. En tout cas, j'y emploie une partie de mon énergie. Donc il y a vraiment un problème de destruction des paysages qui est très grave et qui affecte non seulement le genre de vie des Français, le plaisir des Français, mais aussi l'une des bases de notre tourisme. Alors j'en viens à la question subséquente. Est-ce que ça a une influence sur les valeurs des biens, les valeurs des maisons? La profession éolienne est en plein déni là-dessus. Elle répète contre l'évidence, année après année, que, bien entendu, les éoliennes n'ont aucun effet sur les valeurs. Bon, c'est contraire au bon sens. Hein, qui veut vivre à quelques centaines de mètres d'une éolienne? Alors, on manque un peu de chiffres. Mon constat... Il y a quand même 10 ans que je m'occupe d'éoliennes. Mon constat, c'est que les maisons les plus proches des éoliennes ou les maisons les plus emblématiques ne se vendent pas du tout. Donc, dépréciation 100%. Un exemple, un grand château dans le Maine-et-Loire qui s'appelle le château de Falloux, restauré très bien par des Américains. Un projet éolien arrive, les Américains dégoûtés mettent leur château en vente. Un Allemand, fortuné sans doute, s'intéresse à ce château et renonce à cause du projet éolien. Ceci il y a 1 an. Depuis, à ma connaissance, le château n'a toujours pas trouvé preneur. Alors ça, c'est un exemple. On pourrait en trouver beaucoup d'autres. Alors ça, c'est pour ce qui est proche ou ce qui est emblématique. Et puis ce qui est moyennement proche, d'après quelques décisions de justice que j'ai analysées, moi je trouve une dépréciation de 40%. Donc, en moyenne. Hein. Donc la dépréciation est vraiment très lourde. Et d'ailleurs, les gens qui sont affectés par des enquêtes publiques le comprennent et en ont très peur. Merci. Alors, Monsieur Roche, du coup, beaucoup de choses là. Oui, vous mentionniez tout à l'heure la Tour Eiffel. On n'est pas du tout sur les hauteurs encore de la Tour Eiffel, et on n'y sera sans doute pas. Mais par contre, c'est intéressant comme exemple parce que c'était quelque chose que les gens avaient à l'époque souhaité démonter. Finalement, la Tour Eiffel, c'est devenu, je pense, le symbole de Paris, de la France, et peut-être du progrès à l'époque lorsqu'elle avait été construite en 1889 pendant l'exposition universelle. Et je pense que les éoliennes aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez symbolique aussi. C'est le symbole de la transition énergétique. Ça se voit en effet dans le paysage. On ne va pas
le nier, mais le développement des parcs éoliens aujourd'hui se fait à travers tout un processus d'études d'impact, et dans ce processus d'études d'impact, il y a un volet très important qui concerne le paysage, justement. Et donc, l'objectif de cette étude d'impact paysagère, c'est de pouvoir positionner les éoliennes de manière à une bonne intégration justement de ces champs dans le paysage. Alors juste pour répondre directement à ce que disait M. Cart concernant les sites, on va dire, sacrés, je dirais plutôt historiques, ou voilà. Sur les monuments historiques, sur les parcs qui pourraient s'installer à proximité de monuments historiques, par exemple, l'architecte des bâtiments de France est systématiquement consulté. Donc il n'y a pas de projets qui se font à proximité d'un château, comme vous le mentionniez tout à l'heure, sans que l'architecte des bâtiments de France ait pu se prononcer sur le sujet. Et ça, c'est par ailleurs un autre élément du processus. On développe de l'éolien en France sur 7-10 ans. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, et c'est bien parce qu'il y a toutes ces étapes-là que ça met autant de temps. Et l'autre élément important, c'est que, in fine, c'est le préfet, représentant de l'État, qui va autoriser ou pas un projet éolien, au regard de son impact paysager, pour revenir sur ce sujet, au regard de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, et au regard de toute une autre série de choses. Évidemment, vous parliez des distances de 500 mètres aux habitations, mais il y a tout un volet évidemment de protection de la biodiversité, de la vie faune, etc. Lorsqu'un projet est en phase de gestation, il y a d'abord des dialogues, on va dire, informels, avec en général les élus, les personnes qui sont propriétaires des terrains. Alors ça peut être soit la commune, soit un propriétaire privé, et puis ensuite, plus on avance, bien sûr, il y a une enquête publique qui est menée, lors de laquelle les communes d'implantation et les communes limitrophes sont également consultées. Tout ça, c'est évidemment, là aussi, un processus qui est très cadré. Le droit à l'information en France est quelque chose de très développé. C'est d'ailleurs une obligation européenne, soit dit en passant. Donc, tout ce processus-là, aujourd'hui, il conduit à ce qu'il y ait beaucoup d'allers-retours et beaucoup d'itérations, en fait, et qu'un projet, en effet, peut-être qu'au début, le promoteur a pu peut-être mal le dimensionner, et on a déjà vu plusieurs fois des projets être redimensionnés, être repositionnés, justement pour tenir compte de l'impact paysager. Quant à la question de l'impact sur l'immobilier, M. Carrard disait justement qu'il n'y avait pas beaucoup de chiffres. Nous, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'études aujourd'hui sur ce sujet. Il n'y a pas de faisceau d'indices. Vous parliez de bon sens, mais je ne crois pas qu'il faut nécessairement que raisonner à partir du bon sens. C'est important, le bon sens, mais la valeur d'un bien immobilier aujourd'hui, elle dépend de plein de facteurs différents. Il y a évidemment la localisation du bien. Je veux dire, quand on veut acheter un appartement ou une maison, en général, on dit il y a 3 sujets importants, la localisation, la localisation et la localisation. Donc c'est un facteur évidemment très déterminant, mais il y a également derrière les services autour de cette habitation. Est-ce qu'il y a une crèche municipale? Est-ce qu'il y a des infrastructures de transport, etc. Et on voit qu'il n'est pas évident d'identifier un effet spécifique d'un seul facteur par rapport aux autres facteurs. Et typiquement l'éolien dans certaines zones qui peuvent être aujourd'hui un peu en perte de vitesse en termes de services, par exemple, en termes de crèches, en termes de choses comme ça, en apportant des revenus additionnels à la commune, peuvent permettre d'apporter ces services-là. Et donc, c'est quelque chose qui doit aussi être pris en compte dans l'étude. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, en effet, c'est d'une analyse peut-être un peu plus systématique de ce sujet. Et l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, a été missionnée justement par le gouvernement pour creuser ce sujet. On comprend qu'on devrait avoir des résultats au courant de cette année, ce qui permettra sans doute d'éclairer un peu plus le sujet. Mais en tout cas, on n'a pas de faisceau d'indices démontrant, à l'heure où on se parle, un impact significatif, ou en tout cas significativement négatif, de l'éolien sur la valeur de l'immobilier. Je peux répondre sur 3 points seulement. La tour Eiffel, on l'aime parce qu'elle est unique. Vous en auriez des centaines, mais vous la détesteriez. Ensuite, l'architecte des bâtiments de France, il faut être bien clair que son avis n'est pas contraignant pour le préfet. Il est contraignant seulement jusqu'à 500 mètres. Bon, 500 mètres, c'est rien. Au-delà, c'est un avis sur lequel le préfet peut s'asseoir. Et je vois tous les jours des préfets qui s'asseyent sur l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France. Donc vraiment, les monuments sont en péril de ce point de vue. S'il souhaite, le préfet ne prend pas sa décision
sans justification. S'il souhaite revenir sur l'avis de l'architecte bâtiment de France, il devra le justifier. Donc, non, il ne le justifie pas, enfin il le justifie. D'ailleurs, la prise en compte de l'avis de la commune lors de l'enquête publique. Les préfets ne sont pas des magistrats, les préfets sont sous les ordres des ministres, en particulier le ministre de la Transition. Bon, ils reçoivent des ordres. Alors je vais vous dire, j'ai été voir un préfet il n'y a pas très longtemps pour un projet, et je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas approuver ce projet. Il m'a répondu ceci: « Cher monsieur, si je n'approuve pas ce projet, je vais me faire tirer les oreilles par mon préfet de la région et peut-être même par la ministre. Donc je vais l'approuver. » Alors je lui ai dit: « Mais monsieur le préfet, désolé, mais mes amis et moi vont sans doute devoir émettre un recours contre votre autorisation. » Et alors il m'a dit: « Vous voulez faire un recours? Eh bien allez-y, mais ce n'est pas moi qui vous en dissuaderai. Les recours sont faits pour corriger les erreurs. » Voilà où on en est. Alors les recours, déjà c'est un droit que tout le monde a aujourd'hui, et bien heureusement. Il y a beaucoup de recours aujourd'hui contre les projets éoliens, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus tard. Il ne faut pas se tromper d'indicateur aujourd'hui. Il ne faut pas regarder le nombre de recours comme un indicateur de l'acceptabilité par les Français de l'éolien. Toute personne peut déposer un recours. Une seule personne peut déposer un recours. Et on assiste en fait sur le terrain à une systématisation des recours, mais dans une logique de guérilla juridique totalement assumée, qui est d'ailleurs exprimée très clairement par les opposants. Certains sont d'ailleurs pas toujours des riverains. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a différents processus, différentes étapes dans un processus de développement d'un parc éolien, avec des autorisations, ce qui en effet permet à plusieurs reprises de déposer des recours. Et en fait, ce qu'on observe, c'est des stratégies de ralentissement, avec des recours qui sont déposés d'abord en première instance, puis ensuite en appel, avec les mêmes arguments, les mêmes moyens soulevés systématiquement. Donc on voit bien que le sujet, c'est plutôt de ralentir le développement de cette filière à travers une systématisation des recours. Mais ce n'est en aucun cas, je veux dire, c'est comme si on s'était fondé sur ce que pensaient les Français en lisant Twitter. On n'aurait jamais lancé de campagne de vaccination en France parce qu'on se serait persuadé que les 7% des Français qui sont sur Twitter, il y en a quelques-uns qui sont très véhéments et qui pensent que c'est n'importe quoi, et on se serait fondé là-dessus pour refuser de lancer une campagne vaccinale. Je pense qu'il faut faire attention vraiment sur les indicateurs qu'on utilise pour mesurer l'appréciation des Français sur l'acceptabilité de l'éolien aujourd'hui. Il faut bien voir que les gens qui font des recours luttent pour leur genre de vie, luttent pour leur maison, luttent pour leur famille. Ce n'est pas des maniaques de la procédure. Tout ça, ça leur coûte beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Ils le font quand même parce qu'ils sont obligés de le faire. On a un chiffrage, du coup, vous disiez qu'il y avait quand même beaucoup de... On estime à peu près à 70% les recours contre les projets. Ils sont facilités parce qu'il y a des kits tout prêts sur Internet pour instruire des recours, donc ça leur coûte du temps, mais heureusement certains sont là pour accélérer le processus. Certains peuvent réussir, bien sûr, mais il y en a très peu qui réussissent, et encore une fois, ce que je disais, c'est que ce qu'on a observé, c'est que très souvent, ce sont exactement les mêmes arguments qui sont utilisés en première instance. Lorsque le recours est rejeté, on redépose exactement la même chose en appel. Donc. Oui, mais c'est fini ça, il n'y a plus d'appel. C'est une mesure qui a été prise pour limiter les droits des opposants. Alors dans toutes affaires, vous et moi, nous pouvons aller devant un tribunal et puis ensuite, si nous ne sommes pas contents, nous pouvons aller en cour d'appel. Les opposants à l'éolien, du fait d'une loi, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils doivent aller directement dans la cour d'appel. Ils perdent un échelon. Ils perdent un échelon. Donc ils sont maltraités par rapport à tous les autres Français. Non, je ne crois pas qu'ils soient maltraités par rapport aux autres Français. La preuve, ils peuvent encore aller en appel derrière. Hein. On a supprimé un non, échelon vous voulez dire en cassation. Vous voulez dire en cassation. Dans l'évolution du cadre juridique. L'appel, il n'y en a plus. C'est fini. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé Votre profession a réussi à supprimer les appels. C'est parce que on avait un temps de développement, on continue malheureusement d'avoir un temps de développement tellement plus long que nos voisins européens. Et fort du constat qu'il s'agissait finalement toujours des mêmes arguments qui étaient avancés une première fois puis une deuxième fois, sans évolution aucune en général dans les arguments, c'est précisément pour ça que le gouvernement a considéré qu'il était tout à fait légitime, pour accélérer le développement de l'éolien en France, de directement basculer en effet à la cour d'appel. Voilà. Mais c'est simplement pour ça, c'est pour éviter un embouteillage. Ça ne remet évidemment pas du tout en cause la possibilité de déposer un recours contre un projet éolien. Donc les opposants sont discriminés.